Je vous remercie pour votre présence, merci pour votre invitation et je voudrais remercier tout le comité scientifique pour le choix qu'il a porté sur votre entreprise pour pouvoir la primer aujourd'hui. Je souhaiterais aussi remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à cet exercice, qui n'étaient pas des moindres, pendant quasiment 8 années d'affilée. Je vais essayer d'expliquer très rapidement. Entre autres les actionnaires, bien entendu, qui ne sont pas là aujourd'hui. Un ami proche, en même temps gérant de NATC, qui est aussi absent pour des jours d'agenda. Et bien entendu, toute l'équipe de 250 collaborateurs que je peux représenter et porter aujourd'hui. Un grand remerciement à mes deux amis, professeur et docteur Ben Warraq, qui est juste derrière moi, et docteur Ben Taleb aussi, qui m'ont accompagné. Ce prix n'aurait de valeur sans la présence de mon épouse, qui m'a accompagné aujourd'hui, et que je remercie aussi, et de ma fille cadette aussi, qui a fait le voyage, mais qui, elle, s'installe aujourd'hui à Paris. Elle démarre sa vie universitaire à Assas. Je lui souhaite bonne chance et un bon trophée dans 4 ans pour son premier diplôme. Alors, le projet tel que nous l'avons construit était assez simple. Comme nous avions, quand le marché était ouvert en 2010, le marché du tabac était ouvert en 2010 au Maroc, nous avons hérité d'un modèle économique qui était sous le régime du monopole, au même titre que le modèle français, que certains membres des personnes autour de cette séance aujourd'hui ont dû connaître du temps de la CETA, qui est devenu, avec le temps, un monopole qui a été ouvert, qui a été acheté par les tabacs des Calera en Espagne, et donc il en a fait un grand groupe qui était donc le groupe Altadis, qui ensuite est devenu et passé sous le joug de ITG aujourd'hui. Le même processus d'intégration a été aussi connu au Maroc, et donc en 2010, précisément le 1er janvier 2011, l'autorité marocaine a décidé d'ouvrir le marché, donc de casser le monopole par une ouverture de marché. Face à cette ouverture, plusieurs opérateurs locaux et internationaux se sont positionnés pour pouvoir prendre ce qu'on appelle une licence d'importation et donc mettre en place un processus d'importation et de distribution. Donc la deuxième licence au Maroc a été octroyée à notre compagnie, donc North Africa Tobacco Company, qui porte aujourd'hui un certain nombre de contrats internationaux, dont notamment nous sommes représentants de Japan Tobacco, numéro 2 mondial du tabac. Nous sommes représentants de Davidoff au niveau de la famille Cigar. Nous sommes représentants de Agio, de la famille Cigarios, et bien entendu d'autres produits de commodities autour de la famille du tabac. Face à cette ouverture du marché, les conditions d'accès au marché étaient assez contraignantes et nouvelles pour nous. Comme le disait Tony dans la fin de son intervention, personne d'entre nous, dans le temps nous étions une cinquantaine de collaborateurs, personne d'entre nous n'avait une idée comment faire face à une ouverture d'un marché qui était donc en régime de monopole pendant 50 ans et face auquel on allait nous retrouver devant l'ancien leader local, qui est un leader institutionnel, qui est devenu aussi un leader privé. Donc nous avons traversé la première année avec une structure organisationnelle assez simple, qui était verticale, donc du haut vers le bas, avec donc un CODIR assez léger et bien entendu des équipes opérationnelles sur l'ensemble des régions du royaume, aux alentours de 16 régions administratives, donc 16 centres de profit, qu'on a considérés aujourd'hui comme des centres de profit régionaux. Sauf que donc, les 2 premières années, tout le processus décisionnel et de rentabilité allait du haut vers le bas et pas du bas vers le haut, dans le sens où nous édictions les grands axes de développement, bien entendu, les axes stratégiques, les axes opérationnels. Nous mettions en place les différents indicateurs de performance auxquels nous devions tous aboutir et bien entendu, nous faisions cascader tout cela au niveau des régions. À un moment, bien entendu, nous avons cru très rapidement en passant de 2,25% de part de marché à peu près 25 points de part de marché au bout de notre 5e année d'existence. Face à cela, bien entendu, nous avions de grands questionnements. Comment faire croître l'entreprise ? Par le haut, le chiffre d'affaires commençait à bloquer, dans la mesure où la croissance devenait une croissance endogène à peu près à 3,5 par an de croissance. Par le bas, le résultat commençait à se stabiliser, naturellement avec un ratio par rapport au chiffre d'affaires ou un ratio par rapport à la marge ou un ratio par rapport aux capitaux investis de nos actionnaires qui devenait assez stable. Et par conséquent, il fallait trouver des foyers d'optimisation et des foyers de croissance. Et c'est là où notre projet a été mis en place. C'est un projet qui consiste à trouver à travers les régions quelles sont les sources de productivité complémentaires sur lesquelles on peut s'appuyer pour améliorer la rentabilité globale. Pour cela, la méthodologie a été assez simple. Nous avons commencé d'abord par décortiquer notre business dans sa globalité. Quelle est notre nature d'activité ? Quel est notre ADN ? Nous avons fixé, bien entendu, l'ADN principal, qui est en fait la source
de génération du revenu principal de la compagnie. C'est le commercial. Nous sommes une entreprise purement commerciale avec un modèle de distribution que nous appelons un modèle conventionnel. Au-delà de cela, nous avons analysé aussi l'ensemble des directions qu'il y avait autour du commercial. Nous parlons de la finance, nous parlons des RH, nous parlons des achats et logistiques, nous parlons du marketing, nous parlons du contrôle interne, nous parlons du contrôle de gestion et bien entendu de la DSI. Nous avons encore effectué une modélisation de l'ensemble de ces directions pour pouvoir les segmenter. Nous avons créé 2 familles de supports, ce qu'on appelle les directions support et les directions de contrôle. Toutes 2, bien entendu, sont devenues aussi des sources de revenus additionnels par rapport au revenu principal provenant de l'ADN qui est le commercial, donc en fait qui est la vente. Donc pour cela, il y a eu un processus d'accompagnement de l'ensemble de ces directions pour pouvoir leur présenter un modèle assez simple. Ce n'est pas parce que vous vous fixez un budget en début d'année qu'il doit impérativement être entièrement consommé à la fin de l'année. Donc à partir de là, on a créé un indicateur qui est un indicateur de saving et d'optimisation du budget sans pour autant, bien entendu, porter atteinte à la qualité du service apporté aux directions internes, aux directions externes et aux directions transverses. Donc deuxième source de revenus. Une fois que nous avons développé cela, on est encore arrivé à un deuxième niveau de blocage. Donc nous avons pu arriver à ce qu'on appelle une optimisation de charges, concrètement. Donc par le haut, un chiffre d'affaires qui devient stable, la marge brute devient stable. Par le milieu, donc les OPEX et les CAPEX se stabilisent. Donc nous avons des ratios de productivité qui deviennent stables. Et par le bas, donc un résultat qui se stabilise. Le dernier foyer qui nous restait, bien entendu, c'est l'exploitation de la vente. Et c'est là où le projet révolutionnaire qui a été mis en place, et encore une fois dont je remercie tout le comité scientifique pour son prix aujourd'hui, a été mis en place. Le projet consistait à réfléchir comment pousser chacune des régions à travers un processus d'intelligence collective pour pouvoir trouver les différents leviers qui puissent augmenter leur contribution au résultat global de la compagnie. Donc, c'était un travail extrêmement lourd au niveau IT, au niveau RH et au niveau accompagnement. Au niveau IT, pour les experts du contrôle de gestion, il a fallu mettre en place ce qu'on appelle les sections analytiques. Donc, un détail de l'ensemble des charges qui étaient liées au siège, il a fallu les répartir et les affecter à chacun des utilisateurs au niveau des régions. Au-delà de cela, il a fallu un processus, bien entendu, humain. Accompagner nos collaborateurs pour tout d'abord les faire adhérer à la notion de la data. Jusqu'à 2 ans après notre existence, nos collaborateurs régionaux recevaient de la data. Depuis la 3e de notre existence, quand on a démarré le projet, c'est les collaborateurs régionaux qui généraient la data. Donc qui est un processus assez long et assez complexe, naturellement, qui a été mis en place par 3 leviers majeurs: proximité, transfert de compétences et continuité. Une fois que nous avons fait cela, nous sommes arrivés aujourd'hui à un stade où l'ensemble de nos régions ont été aujourd'hui matérialisées par ce qu'on appelle des PNL régionaux. Les PNL régionaux sont contributifs au PNL global de la compagnie. Et avec cet exercice-là, nous avons pu augmenter notre résultat de plus de 12 points en l'espace de 3 années consécutives. Cela était le projet donc 2020. On a eu la chance de le finir un peu plus tôt, mais néanmoins, pour ne pas permettre aux équipes de se remettre dans une zone de confort, sachant que les résultats ont été mis en place, il a fallu créer encore un nouvel indicateur. Le nouvel indicateur que nous avons créé, c'est le CAV, c'est le coût d'acquisition du volume. Le CAV étant encore une fois la conséquence de l'analyse de la chaîne de valeur d'un vendeur, de son départ d'un centre de distribution jusqu'au point de vente. À date, les résultats que nous avons, ou le résultat de la région, se limitait à un résultat analytique par rapport à la contribution de son chiffre d'affaires, de sa marge et l'exploitation de ses charges par rapport à sa région. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un stade beaucoup plus évolué où de la région, nous sommes descendus au niveau du centre de distribution. Et là, nous travaillons une modélisation pour arriver au niveau du call, ce qu'on appelle le cost of call ou le CAV, c'est-à-dire quelle est la productivité et quel est le revenu qu'un vendeur doit ramener à la compagnie pour pouvoir optimiser son passage chez le point de vente. Cela, naturellement, va passer en 2020 par une autre modélisation sur laquelle nous travaillons. C'est un changement global de la politique de rémunération de nos collaborateurs, collaborateurs vendeurs, qui aujourd'hui sont payés sur le volume et demain, ils seront payés sur la marge qu'ils vont générer au moment de leur passage de l'acte de vente chez le point de vente.
Je vous remercie pour votre intention. J'espère que notre dernière phase du projet réussira en 2020 et 2021. Et j'aurai le plaisir probablement au moins de le partager avec vous pour être certain que nous avons bouclé la boucle. Merci infiniment. Beaucoup.